Bon, que veut une femme, vous? À l'énoncé de ce titre, à chaque fois, dans la salle de la Comédie, ça a été un éclat de rire, n'est-ce pas? Un brin moqueur, comme si on me renvoyait en écho, sans malveillance, mais avec un brin d'incrédulité. Eh bien, bonne chance. À vrai dire, je m'autorisais très modestement d'une phrase que, suivant une anecdote qui a été transmise par Jones, le grand biographe de Freud, Freud avait donc confié ceci à Marie Bonaparte. Il lui disait, c'est ce qui a été rapporté, après quelques années d'expérience et de réflexion, il y a toujours un point sur lequel je reste sans pouvoir donner de réponse, et c'est qu'est-ce que veut la femme, hein, was will das Weib, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Freud disait cela dans un contexte qui était celui de la fin du XIXe siècle, un contexte constitué quand même par le théâtre d'Ibsen, hein. Et Ibsen avait en 1862 donné une comédie de l'amour en termes kierkegaardiens. En 1879, je vous rappelle, Une maison de poupées, qui a été superbement étudiée par Grodek en 1910. Et c'est dans ce contexte que Freud posera la question. Eh bien, je tiens que sur la question sur laquelle Freud butait, il y a deux grands écrivains qui se la sont posées et qui peut-être ont permis une certaine avancée. Alors, avant Ibsen, bien sûr, c'est celui-là dont je parlais, tout simplement, il y a eu Marivaux. Marivaux, que l'on qualifie, comme vous le savez, bien à tort, d'un soi-disant léger badinage galant, ce qu'on appelle un marivaudage. Ça va bien au-delà, et c'est même pas du tout ça. Donc il faut nous rendre justice à Marivaux, et tout simplement en repartant de la première comédie notable qu'il a donnée, La surprise de l'amour. C'est une comédie qui date de 1722. Vous savez que l'essentiel de l'œuvre de Marivaux se situe à l'époque de la Régence. Hein. Alors, à la mort de Louis XIV, la Régence va durer de 1715 à 1723, et la partie principale de l'œuvre théâtrale de Marivaux, enfin la première partie, c'est la décade 1720-1730. 1730, c'est le jeu de l'amour et du hasard. Les deux pièces dont nous allons parler tout à l'heure, et que vous avez vues ou que vous allez voir, elles sont plus tardives. C'est la décade suivante, lorsque Marivaux a atteint à peu près les 50 ans. Hein, le legs date de 1736 et l'épreuve de 1740. Bon, mais je reprends. Dès la première comédie, dès la scène 2 de l'acte 1 de La surprise de l'amour, Lélio qui porte la blessure d'avoir été trahi, trompé par une femme. Alors il s'écrit dans la grande tradition misogyne, « Ah, sexe trompeur », comparé bien sûr à une vipère, n'est-ce pas? Et Lélio, évidemment, s'éprend, sans se l'avouer, ni même en prendre tout à fait conscience, il s'éprend d'une comtesse qui, elle, alors vraiment méprise les hommes, ce qu'elle appelle la tournure grotesque de l'esprit de l'homme. Elle juge les hommes d'une pauvre espèce, plus comique que haïssable. Indiscrétion, impertinence, fatuité, d'une misérable vanité, et qui en plus, cette espèce-là, ose mépriser les femmes pour qui les mêmes choses dont les hommes se font gloire, évidemment, sont ici critiquées. Et la comtesse ajoute, d'ailleurs à Lélio, d'ailleurs si je le voulais, à peu près, au prix de 2 ou 3 coups d'œil flatteurs, 2 ou 3 œillades, eh bien, je me fais fort du résultat auprès de vous m'allez donner la comédie. Ben moi, pour ma part, dit la comtesse, je ne veux pas. Je ne veux pas vous la donner, et c'est un défi à l'amour que l'on trouve à peu près dans toutes les pièces comiques de Marivaux. Mais
c'est le contexte, mais je reviens à ce qu'a dit Lelio, justement, dès le départ à l'encontre des femmes. Donc je rappelle, c'est une imprécation, il confie ça à Arlequin, son valet, personnage tiré bien sûr du théâtre des Italiens, et il lui dit ceci: « Eh, mon cher enfant, il comparait la femme à la vipère, mais la femme c'est pire que la vipère n'ôte que la vie. Femme, vous nous ravissez notre raison, notre liberté, notre repos, vous nous ravissez à nous-mêmes et vous nous laissez vivre. Ne voilà-t-il pas des hommes en bel état après ? Les pauvres fous, des hommes troublés, ivres de douleur ou de joie, toujours en convulsion, des esclaves, et à qui appartiennent ces esclaves ? À des femmes. » Mais voilà le principal qui s'enchaîne aussitôt, cette question que j'ai en fait simplement reprise pour en faire le titre, même hanté par un écho freudien, lui-même hanté par Ibsen. Qu'est-ce que veut une femme ? C'est la question qui est posée par Lelio lui-même. Et qu'est-ce que c'est qu'une femme ? Pour la définir, il faudrait la connaître. Nous pouvons aujourd'hui, dit Arlequin, en commencer la définition, mais je soutiens qu'on n'en verra le bout qu'à la fin du monde. Cette question, vous le voyez donc, reste au cœur, une question que je n'aurais pas osé poser moi-même, n'est-ce pas ? Cette question reste donc au cœur du théâtre, comme des romans de Marivaux, au cœur, je dirais, de tous ces jeux de miroirs, de travestissements, de duperies réciproques, et c'est une question qui se situe dans le droit fil de ce que enferment ces mots-clés que reprennent toujours les comédies de Marivaux: la surprise, l'épreuve, le secret, l'aveu, etc. Donc, entre l'homme et la femme, il se fait un partage, d'ailleurs, un partage qui, dans les deux cas, doit être surmonté, doit arriver à être dépassé, ce que l'optimisme de la comédie va permettre. D'un côté, l'homme, c'est l'inconstant, de l'autre, la femme, c'est la coquette. Ce qui intéresse Marivaux, en tant qu'analyste du cœur humain, ce qu'il revendique d'être lui-même, avec ce que cela emporte aussi d'attitude de moraliste, c'est qu'il est persuadé d'ailleurs que l'épreuve conduira à un moment de vérité, que les initiatives trompeuses, la tromperie, aura valeur, je dirais, d'initiation, et que, selon le joli mot du professeur, poète et philosophe qu'est Michel de Guy, quand il enseignait à Paris 8 à Vincennes, le marivaudage, dit-il, il le dit en reprenant au fond, en travaillant le nom de Marivaux à la façon dont on jouait, à la façon dont les surréalistes jouaient sur les lettres. Marivaux, disait-il, c'est le mariage des rivaux. Mariage des rivaux, Marivaux. Toutes ces comédies sont organisées comme une machine matrimoniale. Alors, la société, en effet, a une loi, mais le fond de vérité de notre nature finit par reconnaître, par retrouver cette loi, cette réunion, après le hasard d'une rencontre d'amour, après être passé par une crise prénuptiale ou nuptiale dans laquelle on se défend toujours d'aimer, de se le dire, de le dire à l'autre. Bref, on se défie de l'amour, on se méfie de l'amour, on s'y déplaît aussi bien. Eh bien, au terme, en dépit de toutes ces allées et venues, au terme, on finira au terme de ce qui ressemble, je appellerais ça, à une maladie infantile de l'amour. Tout le monde, Marivaux s'intéresse à ça. Il y a toujours dans l'amour une maladie infantile. Eh bien, au terme, on arrivera à un oui à l'amour, et il le dit souvent, le oui est naturel. Et du même coup, cela se traduira, et là on rejoint la société, cela se traduira sur le plan de la société, sur le plan de la loi, sur le plan de tout ce qui est le symbolique. Ça se nourra par un mariage institué socialement comme lieu d'équilibre d'une vie civilisée. Rappelez-vous,
puisqu'il y a une profonde unité dans la programmation d'Hervé Loichebol, rappelez-vous que Kafka lui-même, pris de désespoir, s'adressant à son père et sous le coup de cette présence écrasante de son père, disait qu'il n'avait pu atteindre à cela, n'avait pu atteindre à accepter ce qu'il considérait comme la plus haute réalisation d'une vie, un état de mariage et le fait de fonder une famille. Évidemment, Marivaux, lui, il s'arrête à cet endroit. Au moment où la rencontre a lieu, la défense ou la résistance se produit, et puis, surmonté, le mariage arrive. Donc, le rideau tombe. Le rideau tombe au moment, on peut dire, où il n'y aura pas la séquence suivante, qui est le temps conjugal. Le temps conjugal, ça, c'est pour le 19e, c'est pour le vaudeville. Hein. Le oui du mariage aura donc été... Et c'est ce que dit De Guy, le oui du mariage aura été le moment d'innocence, le traité de paix dans la guerre des sexes. Le mariage nomme et ponctue cela. Seulement, je vous l'ai dit, il y a un obstacle. Un obstacle qui est intérieur, au moment même où jaillit l'étincelle d'amour. Cet amour, donc, qui est donc la grande affaire du théâtre de Marivaux, il le dit lui-même, ne veut connaître d'autres obstacles que ceux qu'il se crée. Et je dirais, c'est là précisément toute la question. Pourquoi, je parlais tout à l'heure d'une maladie infantile de l'amour, pourquoi y a-t-il le malaise dans l'amour quand il se manifeste? Pourquoi cette maladie qui semble inhérente à sa naissance même? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi s'en défend-on? Pourquoi n'en veut-on rien savoir? Qu'est-ce que l'amour met en jeu d'une vérité de soi-même, comme vous mettant aux prises avec une sorte d'une expression qui revient souvent chez les héroïnes de Marivaux. Où suis-je? Je ne sais plus où j'en suis. C'est ce qu'elles se disent, déboussolées, ces héroïnes, par moments. C'est un moment donc où je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus qui je suis. Plus de repères, plus de certitude. Et d'Alembert rapporte, pour en avoir reçu la confidence de Marivaux lui-même, rapporte justement cette remarque que faisait Marivaux. Chez mes confrères, l'amour est en querelle avec ce qui l'environne et finit par être heureux malgré les opposants. Chez moi, il n'est en querelle qu'avec lui seul et finit par être heureux malgré lui. Et donc, il apprendra dans mes pièces à se défier encore plus des tours qu'il se joue que des pièges qui lui sont tendus par des mains étrangères. Enfin, on reste au seuil de ce bonheur et la vraie question est bien donc celle que pose ce moment, je dirais, d'aversion, de déplaisir, de résistance qui est éprouvé dans ce qui vous bouleverse et qui pourtant s'annonce comme la proximité ou comme l'attente toute prochaine de bonheur. Alors il y a une première réponse. Qu'est-ce qui fait obstacle à ce moment de vérité? C'est ce que Marivaux dénonce à chaque fois, l'amour-propre ou la vanité. Il avait épinglé cela côté femme dans une feuille du Spectateur français. C'était un projet de périodique que Marivaux avait lancé à l'imitation du fameux Spectateur anglais en mai 1721, après une première année consacrée au théâtre avec 3 petites pièces, et feuille de périodique qui est tournée vers la réflexion morale. C'est un passage très célèbre, je vous le lis quand même. C'est la jeune fille au miroir. À l'âge de 17 ans, je m'attachais à une jeune demoiselle à qui je dois le genre de vie que j'embrassais. Je n'étais pas mal fait alors, j'avais l'humeur douce et les manières tendres. La sagesse que je remarquais dans cette fille m'avait rendu sensible à sa beauté. Je lui trouvais d'ailleurs tant d'indifférence pour ses charmes que j'aurais juré qu'elle les ignorait, que j'étais simple dans ce temps-là. Quel plaisir, disais-je en moi-même, si je puis me faire aimer d'une fille qui ne souhaite pas d'avoir des amants, puisqu'elle est belle sans y prendre garde, et que par conséquent, elle n'est pas coquette. Jamais je ne me séparai d'elle, que ma tendre surprise n'augmenta de voir tant de grâce dans un objet qui ne s'en estimait pas davantage.
Était-elle assise ou debout? Parlait-elle ou marchait-elle? Il me semblait toujours qu'elle n'y entendait point finesse et qu'elle ne songeait à rien moins qu'à être ce qu'elle était. Un jour, qu'à la campagne, je venais de la quitter, un gant que j'avais oublié fit que je retournai sur mes pas pour l'aller chercher. J'aperçus la belle de loin qui se regardait dans un miroir. Et je remarquai, à mon grand étonnement, qu'elle s'y représentait à elle-même dans tous les sens où, durant notre entretien, j'avais vu son visage. Et il se trouvait que ces airs de physionomie que j'avais crus si naïfs n'étaient, à les bien nommer, que des tours de gibecière. Je jugeai de loin que sa vanité en adoptait quelques-uns, qu'elle en réformait d'autres, c'était de petites façons qu'on aurait pu noter et qu'une femme aurait pu apprendre comme un air de musique. Je tremblais du péril que j'aurais couru si j'avais eu le malheur d'essuyer encore de bonne foi ses friponneries, au point de perfection où son habileté les portait. Mais je l'avais crue naturelle et ne l'avais aimée que sur ce pied-là, de sorte que mon amour cessa tout d'un coup, comme si mon cœur ne s'était attendri que sous condition. Elle m'aperçut à son tour dans son miroir et rougit. Pour moi, j'entrai en riant et ramassant mon gant. « Ah, mademoiselle, je vous demande pardon, lui dis-je, d'avoir mis jusqu'ici sur le compte de la nature des appâts dont tout l'honneur n'est dû qu'à votre industrie. »« Qu'est-ce que c'est? Que signifie ce discours ?» me répondit-elle. « Vous parlerai-je plus franchement, lui dis-je. Je viens de voir les machines de l'opéra. Il me divertira toujours, mais il me touchera moins. » Je sortis là-dessus, et c'est de cette aventure que naquit en moi cette misanthropie qui ne m'a point quitté et qui m'a fait passer ma vie à examiner les hommes et à m'amuser de mes réflexions. Bon, voilà donc l'épisode fameux de la jeune fille au miroir avec la femme, donc, sans devoir s'en tenir là pour l'instant. Rappelez-vous Alceste Célimène avec Alceste, on a affaire à la coquetterie. Et la question du miroir, du narcissisme, se retrouvera dans une pièce tardive, très intéressante, étonnante de Marivaux, La Dispute, qui, elle, date de 1744, 20 ans après. C'est une sorte de genèse, un nouvel Adam, une nouvelle Ève, qu'on a reconstitué expérimentalement les possibilités de faire surgir comme ça des êtres qui ne seraient informés par aucune idée préconçue de la société, et qui vont se rencontrer, l'homme ou la femme, à l'origine, dans un état de nature imaginé, pour être scruté, pour être examiné, ce qui fait l'objet de cette petite pièce. C'est une sorte de naissance originelle, et la question est de savoir qui, le premier, de l'homme ou de la femme, est coupable de la première inconstance ou de la première infidélité. Alors, je vous laisserai découvrir cette pièce. On voit Églé, qui est l'héroïne, découvrir son image dans l'eau du ruisseau, s'éprendre de sa beauté, commencer à s'aimer. Et puis il y a le miroir, il y a le portrait, enfin autant de captures imaginaires. Et il semble que, attention, méfiance, n'est-ce pas, les captures imaginaires soient là inhérentes à la question même du rapport entre les deux sexes. Mais pour approfondir ce point, il y a un roman extraordinaire de Marivaux qu'il faut absolument que vous lisiez, qui est une pure merveille, en tout cas, disons, les 8 premières parties, qui sera un roman inachevé, comme les romans de Marivaux. C'est La vie de Marianne, qui a commencé donc en 1731, l'année qui suit le jeu de l'amour et du hasard. Marianne, enfant infortunée, orpheline, après le meurtre de ses parents à l'issue d'un voyage, orpheline recueillie par un bon curé, puis transportée à Paris. Elle revient sur sa vie alors qu'elle est parvenue à l'âge de 50 ans avec le titre de comtesse. Et elle raconte à une amie son histoire, qui est, dit Marivaux, elle-même le dit, l'histoire du cœur humain. La voilà donc, encore toute innocente, menant une existence précaire chez une marchande de linge, Madame Dutour, haute en couleur et admirablement campée par Marivaux. La voilà donc qui, dans son innocence, vient un jour à l'église, et il y a foule à l'église, et là, elle découvre, fixés sur elle, sur son joli visage, les yeux de tous les hommes, à la grande jalousie de toutes les femmes, note-t-elle en passant. Et voilà l'analyse qu'elle donne. Nous avons 2 sortes d'esprits, nous autres femmes. Nous avons d'abord le nôtre,
qui est celui que nous recevons de la nature, celui qui nous sert à raisonner suivant le degré qu'il a, qui devient ce qu'il peut et qui ne sait rien qu'avec le temps. Et puis nous en avons encore un autre, qui est à part d'une autre, et qui peut se trouver dans les femmes les plus sottes. C'est l'esprit que la vanité de plaire nous donne, et qu'on appelle, autrement dit, la coquetterie. Cet esprit-là, évidemment, n'attend pas le nombre des années. C'est avec cet esprit que j'expliquais si bien les façons de ces femmes, ça qui était autour d'elles. C'est encore lui qui me faisait entendre les hommes, car avec une extrême envie d'être de leur goût, on a la clé de tout ce qu'ils font pour être d'une autre. Et il n'y aura jamais d'autre mérite à tout cela que d'être vaine et coquette. Et alors, pour tenir les hommes en haleine, elle sait tout à fait innocemment jouer, tout à fait naturellement jouer de ses charmes, de ses grâces. Bon, à l'époque du XVIIIe, ce qu'on appelait les grâces, et chez une femme de qualité, par exemple, c'est l'habillement, c'est la marche, c'est le geste, c'est le ton. Comme il dit, ces grâces-là, ce n'est pas la nature qui les a faites. La vanité des parents les a commencées, l'exemple et le commerce des autres femmes les a avancées, et une étude de vanité personnelle les a finis. Bon. Donc, elle joue de ses charmes, de ses grâces, par exemple, d'arranger sa coiffe en dentelle à l'église, et d'y laisser voir sa main nue. Alors là, attention. Là, non, mais c'est passionnant, Marivaux. Là, c'est parce que jusqu'à présent, j'en reste à une notion de misogynie tranquille. Mais vous allez voir. Là, c'est quelque chose d'autre qu'elle perçoit. Car chez Marivaux, il n'y a pas que la tendresse, il n'y a pas que l'amour. Il y a aussi le désir qui est en cause, au sens le plus physique du terme. Avez-vous la plus jolie physionomie du monde? Vous n'êtes encore qu'aimable. Vous ne faites que plaire. Ajoutez-y seulement une main de plus, comme je viens de le dire. On ne vous résiste plus, vous êtes charmante, au sens d'enchantement. Qu'une femme soit un peu laide, il n'y a pas grand malheur. Si elle a la main belle, il y a une infinité d'hommes plus touchés de cette beauté-là que d'un visage aimable. Et la raison, c'est que ce n'est point une nudité qu'un visage, quelque aimable qu'il soit. Nos yeux ne l'entendent pas ainsi, mais une belle main commence à en devenir une de nudité. C'est aussi vrai du pied dénudé de Madame Ferval dans Le Paysan parvenu, ou de Marianne elle-même à l'église, quand elle va se fouler la cheville au sortir de l'église et que Valville, à ce moment-là, va venir auprès d'elle et découvrir qu'elle a le plus joli petit pied du monde. Donc, c'est cet aspect des choses qu'elle met en évidence et qu'elle commente ainsi. Et pour fixer de certaines gens, il est bien aussi sûr de les tenter que de leur plaire. Le goût de ces gens-là, comme vous le voyez, n'est pas le plus honnête, mais c'est pourtant en général le goût le mieux servi de la part des femmes, celui à qui leur coquetterie fait le plus d'avance. Quelle élégance dans l'expression. Je me réjouis toujours, je vois que le lit du Marivaux, de la prose du XVIIIe, c'est exceptionnel. Quelle pertinence dans l'analyse, qui est ici, entre parenthèses, celle du fétichisme, mais qui nous conduit au point vif, à une distinction cruciale, à une distinction où va se jouer précisément tout ce qui fait le ressort d'une vie de femme. Parce que soudain, il se passe tout autre chose. Et ce tout autre chose, c'est justement ce que les comédies de Marivaux cherchent à capter, à cerner, à mettre en jeu, à mettre en scène. Bon, bien sûr, dans tout un ensemble de mécanismes de défense que j'évoquais en commençant. Toujours de Marianne, la vie de Marianne, elle dit ceci. Parmi les jeunes gens dont j'attirais les regards, il y en eut un que je distinguais moi-même. J'aimais le voir, sans me douter du plaisir que j'y trouvais. J'étais coquette pour les autres, et je ne l'étais pas pour lui. J'oubliais à lui plaire et ne songeais qu'à le regarder.
Ça, c'est absolument génial. En privilégiant, en inversant le sens du regard, ici cette instance, un autre espace s'ouvre, au-delà de la mascarade féminine, au-delà de l'attrape-mouche du désir masculin. Cet autre espace, au-delà des faux-semblants, des paroles, des parodies amoureuses, c'est celui du désir d'une femme. Je veux dire d'une femme qui s'ouvre à son propre désir. Et ce moment, dit impeccablement Marivaux, c'est l'amour. Ce n'est plus le jeu sexuel du plaire ou du tenter dans la coquetterie que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est autre chose qui résonne plus profondément, mais sans rien exclure, bien sûr, du désir physique. Elle dit ceci, c'est un passage qui va commenter encore ce point. Apparemment que l'amour, la première fois qu'on en prend, commence avec cette bonne foi-là, et peut-être que la douceur d'aimer interrompt le soin d'être aimable. Encore, quelle langue que celle du XVIIIe. Et ce moment singulier, ce moment unique, est évoqué dans une formule dont Jean Rousset, enfin, le grand professeur de Genève, le grand critique littéraire, qui en fera le titre d'un livre en 1981. Leurs yeux se rencontrèrent, la première rencontre dans le roman. Eh bien, la formule apparaît lorsque Marianne regarde ici Valville, et mes yeux rencontraient toujours les siens, à l'église, bien sûr. Ce muet entretien de nos cœurs. Ce qui est à relever ici, c'est justement ce terme. Mes yeux rencontraient toujours les siens. Ce terme qui évoque le hasard, la fortune, la surprise de ce qu'on n'attendait pas et qui vous prend au dépourvu, c'est la rencontre. Il y a donc le regard, il y a le regard où est mis en cause le désir, et il y a la rencontre. Ce qui a eu lieu et qui aurait pu ne pas avoir lieu. Une pure contingence qui devient de ce fait le signe d'une destinée. Alors qu'importe si, par la suite, au regard de cette si authentique et si généreuse Marianne, si par la suite, dans le roman, c'est un roman, c'est pas une comédie, Valville se découvre inconstant, à la déception générale d'ailleurs de toutes les femmes de bien qui sont là, des femmes de qualité et de mérite, qui nous renvoient d'ailleurs, je fais parenthèse ici, à ces femmes exceptionnelles que Marivaux fréquenta avec Fontenelle, quand ils fréquentèrent ensemble les salons parisiens de la marquise de Lambert, de Madame de Tencin, et de la bourgeoise Madame Geoffrin, de Madame Dudéfend encore. Ces salons où se pratiquait l'art de la conversation, dont je cite d'ailleurs un autre passage, je vais vous lire un autre passage de la vie de Marianne pour vous faire découvrir ou entendre ce qu'était cet idéal de civilisation, ce rôle de la conversation pour civiliser les êtres humains, justement, d'une manière qui déjouait toute vanité et toute coquetterie. C'est là toujours l'enjeu des pièces de Marivaux, ne l'oubliez pas. Comment concevoir les conditions d'une vie en société qui serait enfin empreinte d'une véritable humanité, d'élégance des cœurs, comme de l'esprit. Enfin, ces choses de finesse, si vous voulez. C'est dans la vie de Marianne encore que se trouve le moment où Marianne va entrer dans le monde, amenée par sa protectrice, Madame de Mirand. Au reste, ma fille, je ne connais point de meilleure compagnie que celle où je te mène. C'est sa nouvelle mère, au fond, qui s'occupe d'elle, cette pauvre orpheline. Je ne connais point de meilleure compagnie que celle où je te mène, ni de plus choisie. Ce sont tous gens extrêmement sensés, de beaucoup d'esprit que tu vas voir. Je ne te prescris rien. Tu n'as nulle habitude du monde, mais cela ne te fera aucun tort auprès d'eux. Ils n'en jugeront pas moins sainement de ce que tu vaux. Et je ne saurais te présenter nulle part où ton peu de connaissance à cet égard soit plus à l'abri de la critique. Ce sont de ces personnes qui ne trouvent ridicule que ce qu'il est réellement. Ainsi, ne crains rien, tu ne leur déplairas pas, je l'espère. Nous arrivâmes alors, nous entrâmes chez Madame d'Orsain, c'est Madame du Tencin. Il y avait 3 ou 4 personnes avec elle.
« Ah, la voilà donc enfin, vous me l'amenez, dit-elle à Madame de Mirand en me voyant. Venez, mademoiselle, venez que je vous embrasse, et allons nous mettre à table, on n'attendait que vous. » Nous dînâmes. Quelque novice et quelque ignorante que je fusse en cette occasion-ci, comme l'avait dit Madame de Mirand, j'étais né pour avoir du goût, et je sentis bien en effet avec quelles gens je dînais. Ce ne fut point à force de leur trouver de l'esprit que j'appris à les distinguer pourtant. Il est certain qu'ils en avaient plus que d'autres, et que je leur entendais dire d'excellentes choses, mais ils les disaient avec si peu d'effort. Ils y cherchaient si peu de façon. C'était d'un ton de conversation si aisé et si uni qu'il ne tenait qu'à moi de croire qu'ils disaient les choses les plus communes. Ce n'était point eux qui y mettaient de la finesse, c'était de la finesse qui s'y rencontrait. Ils ne sentaient pas qu'ils parlaient mieux qu'on ne parle ordinairement. C'était seulement de meilleurs esprits que d'autres, et qui par là tenaient nécessairement de meilleurs discours qu'on a coutume d'en tenir ailleurs, sans qu'ils eussent besoin d'y tâcher, et je dirais volontiers, sans qu'il y eût de leur faute. Car on accuse quelquefois les gens d'esprit de vouloir briller. Oh, il n'était pas question de cela ici. Et comme je l'ai déjà dit, si je n'avais pas eu un peu de goût naturel, un peu de sentiment, j'aurais pu m'y méprendre, et je ne me serais aperçu de rien. Mais à la fin, ce ton de conversation si excellent, si exquis, quoique si simple, me frappa. Il ne disait rien que de juste et que de convenable, mais qui ne fût d'un commerce doux, facile et gai. J'avais compris le monde tout autrement que je ne le voyais là, et je n'avais pas tant de tort. Je me l'étais figuré plein de petites règles frivoles et de petites finesses polies, plein de bagatelles graves et importantes, difficiles à apprendre, et qu'il fallait savoir sous peine d'être ridicule, toutes ridicules qu'elles sont elles-mêmes. Et point du tout. Il n'y avait rien ici qui ressemblât à ce que j'avais pensé, rien qui dût embarrasser mon esprit ni ma figure, rien qui me fit craindre de parler, rien au contraire qui n'encourageât ma petite raison à oser se familiariser avec la leur. J'y sentis même une chose qui m'était fort commode, c'est que leur bon esprit suppléait aux tournures obscures et maladroites du mien. Ce que je ne disais qu'imparfaitement, ils achevaient de le penser et de l'exprimer pour moi sans qu'ils y prissent garde, et puis ils m'en donnaient tout l'honneur. Enfin, il me mettait à mon aise, et moi qui m'imaginais qu'il y avait tant de mystères dans la politesse des gens du monde et qu'il avait regardé comme une science qui m'était totalement inconnue et dont je n'avais nul principe, j'étais bien surprise de voir qu'il n'y avait rien de si particulier dans la leur, rien qui ne me fût si étranger, mais seulement quelque chose de liant, d'obligeant et d'aimable. Il me semblait que cette politesse était celle que toute âme honnête, que tout esprit bien fait trouve qu'il a en lui dès qu'on la lui montre. Bon, ça, c'est pour vous donner tout de même la résonance de ce qui marque très profondément les idéaux de Marivaux, n'est-ce pas? Cette société elle-même qu'il aimerait voir, au fond, se réaliser, dont il sait bien que ce n'est pas le cas. Donc, je reprends ce que je vous disais, n'importe si Valville ait trompé son monde et soi-même en se montrant inconstant à l'égard et infidèle à l'égard de Marianne et en tombant amoureux de la belle Varton qui se trouvait aussi chez les bonnes sœurs, n'est-ce pas, provisoirement, comme Marianne, que voulez-vous, il ne sait résister à une beauté mourante, fait-on remarquer cruellement à ce moment, les conditions de l'amour de Valville. Je dis n'importe parce que cet instant de la rencontre, qui est rencontre d'amour, a un prix inestimable et qu'on peut justement en faire quelque chose si on le pousse jusqu'à l'épreuve, avec l'esprit et le cœur de ces gens de bien si fins, si simples à la fois, modèle de ce ton de conversation que je viens d'évoquer à l'instant. Ceci, au fond, cette épreuve aura la valeur d'une initiation, d'un changement de regard sur soi, sur l'autre et sur le monde. Alors reprenons donc notre question initiale. Qu'est-ce qui peut donc se jouer dans cette rencontre d'amour? C'est que celle-ci, nous l'avons vu, se distingue du jeu de la séduction ordinaire, c'est-à-dire là où il faut être, pour une femme, autre chose que ce qu'elle est dans son être de sujet. Là où elle se doit, dans le jeu de la séduction, de paraître d'une manière qui la met dans une profonde étrangeté, rejet, Verwerfung. Ça, c'est ce qu'on dira plus tard en psychanalyse.
À la limite, c'est le concept qui s'applique à la psychose, moyennant quoi féminité et psychose se trouvent dans la psychanalyse légèrement ici mises en rapport. Cette inquiétude ici, cette inquiétude que d'ailleurs décrit très précisément Marivaux dans La vie de Marianne, quand elle éprouve cet amour pour Valville, cet échange de regards, « Je n'ai de ma vie été si agité, je ne saurais vous définir ce que je sentais. C'était un mélange de trouble, de plaisir et de peur. Oui, de peur, car une fille qui en est là-dessus à son apprentissage ne sait point où tout cela l'amène. Ce sont des mouvements inconnus qui l'enveloppent, qui disposent d'elle, qu'elle ne possède point, qui la possèdent, et la nouveauté de cet état l'alarme. Il est vrai qu'elle y trouve du plaisir, mais c'est un plaisir fait comme un danger, et sa pudeur même en est effrayée. Il y a là quelque chose qui la menace, qui l'étourdit, et qui prend déjà sur elle. C'est là où on voit que devant ce désarroi, c'est là que va se nourrir la défense qu'elle éprouve, au moment où elle ressent cette touche ici de l'amour. Mais dès qu'on touche à ce point vif, les héroïnes de Marivaux montrent en même temps une détermination qui reste sans faille, une intransigeance. Elle ne cède jamais, elle ne transige pas avec, l'héroïne de Marivaux ne transige pas avec ce qui la fait désirante. Et si elle cherche l'épreuve dans les dédoublements entre elle et sa suivante, dans le croisement des couples en formation, bref, si elle se masque, puisque de toute façon, en amour, le visage lui-même peut n'être qu'un masque au jeu de la tromperie, de la duperie réciproque. Mais si elle cherche l'épreuve, c'est pour s'assurer d'être dans le vrai et non pas dans le semblant. Et là, toujours dans La vie de Marianne, qui est menée avec une précision chirurgicale, Marivaux pose clairement cette distinction dont je parlais tout à l'heure entre deux ordres de réalité dans la vie subjective. Voici ce qu'elle dit en effet. Un passage qui est très beau. À propos d'un beau visage. En un mot, on plaît avec un joli visage. On inspire ou de l'amour ou des désirs. Est-ce de l'amour ? Fût-on de l'humeur la plus austère, il est le bienvenu. Le plaisir d'être aimé trouve toujours sa place ou dans notre cœur ou dans notre vanité. Ne fait-on que nous désirer ? Il n'y a encore rien de perdu. Il est vrai que la vertu s'en scandalise, mais la vertueuse n'est pas fâchée du scandale. C'est très subtil, ce passage-là. Il y a une distinction ou de l'amour ou des désirs. Inspirer des désirs, c'est donc entrer déjà dans le jeu de la séduction, dont on n'est pas fâché assurément. Inspirer de l'amour, ça touche aussi à notre vanité, par le plaisir d'être aimé. Seulement cela a aussi une place dans notre cœur. C'est là la pierre de touche, c'est là l'épreuve de vérité. Et c'est peut-être alors, et alors seulement, qu'une innocence peut être rendue au désir, non pas au désir qu'on inspire, là c'est une affaire de vanité, mais au désir qu'on ressent. La métaphysique du cœur dont persiflait Marivaux avec Voltaire ne méconnaît rien d'une sensualité dont les élans, les mouvements, comme on disait à l'époque, se laissent appréhender, et même se laissent appréhender, si on prend le langage des domestiques ou des rustiques, sans cérémonie. Dans la partie qui se joue, donc, entre un homme et une femme, ils sont si dissemblables qu'on se demande comment ils pourraient s'accorder. Et si au final, ce n'est pas sur une erreur, sur une illusion, un malentendu qu'ils se rejoignent. C'est pourquoi chez Marivaux, tout se concentre sur la rencontre, c'est-à-dire sur la surprise de l'amour, avec son côté involontaire et irrésistible, et d'autre part sur l'épreuve qui met en scène des masques, des travestissements, le chiasme de deux couples, mais pour s'assurer de la vérité des sentiments inspirés à l'autre à partir de ce qui engage son propre cœur à soi. L'exemple le plus célèbre, que vous connaissez tous, c'est bien sûr le jeu de l'amour et du hasard, où la même idée vient à deux jeunes gens
que le vieux gentilhomme, père de Sylvia, veut marier. Leur idée, c'est d'échanger leur rôle avec leur valet ou leur suivante pour mieux s'examiner et se déterminer librement. Se déterminer librement, c'est-à-dire se déterminer selon la loi du cœur et non pas celle des conventions. Et ceci, pourquoi ? Afin d'éviter l'enfer conjugal. Songez ce que c'est qu'un mari. Enfin, je vous rappelle tout de même ce passage extraordinaire de Sylvia à la scène 1 de l'acte 1. Sylvia s'adresse à Lisette. Enfin, tu ne sais ce que tu dis. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère, et cela est plus difficile à trouver qu'on ne pense. On loue beaucoup le sien, mais qui est-ce qui a vécu avec lui ? Les hommes ne se contrefont-ils pas, surtout quand ils ont de l'esprit ? N'en ai-je pas vu, moi, qui paraissais avec leurs amis les meilleurs gens du monde ? C'est la douceur, la raison, l'enjouement même. Il n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit garant de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Monsieur un tel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on tous les jours d'Ergaste. Aussi l'est-il, répondait-on. Je l'ai répondu moi-même. Sa physionomie ne vous ment pas d'un mot, oui. Fiez-vous-y à cette physionomie si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure après pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergaste s'est marié, sa femme, ses enfants, son domestique ne lui connaissent encore que ce visage-là, pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable que nous lui voyons et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. Lisette, quel fantasque avec ce visage. Sylvia, n'est-on pas content de Léandre quand on le voit ? Eh bien, chez lui, c'est un homme qui ne dit mot, qui ne rit, ni qui ne gronde. C'est une âme glacée, solitaire, inaccessible. Sa femme ne la connaît point, n'a point de commerce avec elle. Elle n'est mariée qu'avec une figure qui sort d'un cabinet, qui vient à table, qui fait expirer de langueur, de froid et d'ennui tout ce qui l'environne. N'est-ce pas là un mari bien amusant ? Lisette, je gèle le récit que vous m'en faites, mais Tersandre, Tersandre, oui, il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrive, on m'annonce. Je vois un homme qui vient à moi les bras ouverts, d'un air serein, dégagé. Vous auriez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Sa bouche et ses yeux riaient encore. Le fourbe, voilà ce que c'est que les hommes. Qui est-ce qui croit que sa femme est à plaindre avec lui ? Je la trouvais tout abattue, le teint plombé, avec des yeux qui venaient de pleurer. Je la trouvais comme je serais peut-être. Voilà mon portrait à venir. Je vais du moins risquer d'en être une copie. Elle me fit pitié, Lisette. Si j'allais te faire pitié aussi. Cela est terrible. Qu'en dis-tu ? Songe à ce que c'est qu'un mari. Alors là, évidemment, Lisette, un mari, c'est un mari. Vous ne devez pas finir avec ce mot-là. Il me raccommode avec tout le reste. Bon, ça, mais c'était intéressant de voir ici, donc, ce moment où il s'agit d'éprouver, au moment où chacun éprouve un sentiment pour celui, au fond, le risque, le travestissement, c'est de faire en sorte que chacun éprouve un sentiment pour celui ou celle qu'il ne faut pas, puisque c'est un valet ou une suivante. Ça fait tout le sel de l'affaire. L'amour va devoir s'affirmer, même si la distance sociale l'interdit, même si Sylvia tombe amoureuse de Dorante déguisée en valet, et bien sûr, et si Dorante tombe amoureux de Sylvia déguisée en suivante. Donc sa pureté, la pureté de ce sentiment va s'éprouver envers et contre toute convenance. C'est le chiasme d'une duperie réciproque qui se produit, qui fait advenir une vérité du cœur. Quand Sylvia, vous savez, la première avertie, a poussé le jeu encore plus loin, Dorante s'est dévoilée, mais elle, à ce moment-là, ne se dévoile toujours pas. Et elle dit à ce moment-là à Lisette, « Ah, ma chère Lisette », dit Dorante, c'est Dorante qui s'adresse à celle qui est en fait Sylvia, mais qu'il croit être Lisette. « Ah, ma chère Lisette, que viens-je d'entendre ? Tes paroles ont un feu qui me pénètre. Je t'adore, je te respecte. Il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaissent devant une âme comme la tienne. Vous avez le cœur vrai et le mérite vaut bien la naissance. » Que d'amour, s'écrie alors Sylvia Lisette, et qui à ce moment-là tombe le masque, alors et alors seulement. Que d'amour. Eh bien, c'est un scénario comparable qui va revenir 10 ans plus tard, justement, avec l'épreuve.
mais dans un contexte différent, parce que cette fois, on a affaire, comme avec le legs de 1736, à quelque chose de moins innocent, de plus pesant, où interfèrent les questions d'intérêt. C'est le poids de l'argent qui peut pervertir le sentiment naturel. Entre-temps, Marivaux a écrit ses romans, Marianne, Le paysan parvenu. La réalité de la société, il s'y est fait sentir, il en a senti le poids, il l'a décrite. Alors Lucidor, qui est Lucidor que vous allez voir? C'est le fils d'un riche négociant qui est arrivé depuis quelques semaines et qui est logé dans le château et qui s'intéresse, le château qu'il a acheté, et il s'intéresse à la fille d'une petite bourgeoise de campagne ou de village. On est dans les environs de Paris. En fait, on est dans les Hauts-de-Seine. Il y avait des vignobles à ce moment-là dans les Hauts-de-Seine, à Asnières, sur Aisne, etc. Et donc, une dame de campagne ou de village, c'est une dame, ici, la mère de l'héroïne, qui tient le rôle de concierge dans ce château et dans cette seigneurie que l'homme d'affaires a acheté pour Lucidor. Au fond, cette dame appartient à une sorte de classe intermédiaire entre les paysans et la noblesse, une classe intermédiaire composée des gens de justice, des gens du fisc, des baillis, des procureurs fiscaux, des artisans, des laboureurs enrichis. Lucidor, lui, attention, c'est une fortune acquise par la finance ou le commerce. C'est un bourgeois vivant noblement. Vivre noblement, ça veut dire vivre de ses rentes. Tout ça, c'est noté avec une précision très grande, sociologiquement, de la part de Marivaux. Et en face de Lucidor, qui vous avez? Angélique. Donc vous avez un homme très riche et une petite innocente, une petite qui cueille des fleurs dans le jardin. Simplicité, spontanéité, naturelle. C'est une nouvelle Agnès dans toute sa fraîcheur. Hein. Agnès pleurait son petit chat, mais Angélique, elle pleure un oiseau qui meurt. Bref, Angélique, c'est un nom, c'est une figure d'ange. Et donc, si Angélique est un ange, mais le dénommé Lucidor a un nom qui a une résonance un peu luciférienne, quelque peu satanique, il va la mettre sur le grill, notre Angélique. Hein. Lui, en effet, il va lui proposer comme ça un autre lui-même, hein, son valet Frontin, l'effronté Frontin, n'est-ce pas, présenté comme un homme d'une très grande fortune, bon, admirablement joué, mais je reviendrai là-dessus après, travesti en riche bourgeois pour l'occasion. Alors, bien sûr, dans le jeu de l'amour et du hasard qu'on peut comparer, Sylvia, qui était avertie la première, faisait aussi souffrir Dorante, au-delà d'une certaine limite, hein. Mais Lucidor, lui, est un peu trop tortionnaire ici. Il veut voir le cœur d'Angélique sans lui laisser voir le sien. Tandis que Sylvia, restée déguisée en suivante, mais elle avait quand même fait comprendre son inclination pour Dorante, enfin pour le valet, pour Dorante déguisée en valet. Donc vous avez un personnage de Lucidor, c'est la limite. Un homme auquel sa richesse donne tous les pouvoirs. Pour lui, tout s'achète. Et 12 000 francs par-ci, et 20 000 francs par-là, et on enchérit au besoin par ruse ou par dépit en faveur du fermier Maître Blaise. Et cet homme-là veut pourtant inspirer un amour sans prix. Et pourtant, dans ce contexte bourgeois, où l'argent est roi, où l'argent contamine les cœurs, vous voyez Maître Blaise, hein, c'est ça la gageure. Pourtant, dans ce contexte-là, il y a un cri du cœur, avec une sincérité qui va se faire entendre. Rien n'est plus touchant ici que le personnage d'Angélique. D'abord, les façons de parler qui sont les siennes et qui enchantent, avec toujours cette même vitesse qui caractérise le monde de Marivaux. Ça fuse avec une délicatesse de cœur incomparable, qui use tout naturellement de la litote, c'est-à-dire une façon de faire entendre le plus par le moins, ce qu'on appelait, en s'y méprenant, le marivaudage. Je vous laisse quand même, vous rappelle cette scène, évidemment là, je n'ai pas le talent extraordinaire de ces admirables acteurs que vous allez voir sur scène, n'est-ce pas, avec ici une force et une sensibilité à ce qu'est la relation qu'ils ont à l'autre, qui est admirablement mise en œuvre. Mais Angélique voit Lucidor la regarder attentivement, ce regard comme ça, il la scrute. Mais à quoi songez-vous en me considérant si fort? Je songe que vous embellissez tous les jours. Ce n'était
pas de même quand vous étiez malade. À propos, je sais que vous aimez les fleurs et je pensais à vous aussi en cueillant ce petit bouquet. Tenez, monsieur, prenez-le. Lucidor, je ne le prendrai que pour vous le rendre, j'aurai plus de plaisir à vous le voir. Angélique, et moi, à cette heure que je l'ai reçu, je l'aime mieux qu'auparavant. Lucidor, vous ne répondez jamais rien que d'obligeant, Angélique. Ah, cela est si aisé avec de certaines personnes. Mais que me voulez-vous donc, Lucidor? Vous donnez des témoignages de l'extrême amitié que j'ai pour vous, à condition qu'avant tout, vous m'instruirez de l'état de votre cœur. Angélique, hélas, le compte en sera bientôt fait. Je ne vous en dirai rien de nouveau. Autre est notre amitié que vous savez bien, il n'y a rien dans mon cœur que je sache. Je n'y vois qu'elle. Lucidor, vos façons de parler me font tant de plaisir que j'en oublie presque ce que j'ai à vous dire. Angélique, comment faire? Vous oublierez donc toujours, à moins que je ne me taise. Je ne connais point notre secret. Là, c'est à la limite un peu trop spirituel, mais enfin, c'est absolument passionnant de voir cette finesse, cette élégance dans des réparties qui s'enchaînent ici, qui rebondissent l'une sur l'autre. Ça, c'est le début, avec la litote. Mais il y a évidemment la scène qui suit, d'équivoque cruel, lorsque elle croit que c'est Lucidor qui est le mari qu'elle attend, et celui-ci lui dit, chère Angélique, votre mari ne tardera pas à paraître. Alors elle croit que c'est lui qui parle ici un peu à double entente, et elle lui dit, courez donc, afin qu'il vienne plus vite. Donc cette naïveté, cette innocence d'Angélique. Et alors c'est la stupeur quand elle comprend sa méprise. Et là, je dois dire que Alexandre Demidov a admirablement fait ressortir ici la qualité de jeu des acteurs. Comme il dit à ce moment-là à propos de Léonie Keller, qui joue Angélique, Angélique, qui n'a que Lucidor dans le cœur, cédera-t-elle à l'appât du gain? Si on est pris cette fois, c'est qu'il y a dans le jeu une qualité de froissé qu'on n'espérait plus. Voyez Léonie Keller, estourdie dans sa robe du dimanche, au cœur du traquenard, elle s'effondre, chaos au bord de la Seine, comme sur le rebord de ses illusions. C'est très bien dit, c'est très bien vu d'ailleurs, et c'est admirablement joué ici, entre autres, évidemment, par le personnage, par la personne qui joue Angélique. Et là, la stupeur est telle concernant sa méprise, qu'il n'y a plus de mots, c'est le silence. Une scène de pure mimique, le suspens d'ailleurs est très bien marqué dans la mise en scène, qui remplace le langage des mots. C'est une étonnante immobilité. Et puis à son tour, elle va parler, avec un style différent cette fois, coupé, de phrases courtes, à mesure de l'indignation authentique qui est la sienne, des phrases hachées, haletantes. Elle dit franchement sa pensée à Frontin. Puis vient le défi, après l'emportement ou la colère. Eh bien oui, puisque c'est ça, je prendrai un mari pour en avoir un à ma fantaisie, c'est-à-dire en avoir un comme je l'entends, comme je le veux. Revendication très forte d'une liberté de choix, rejet de toute manipulation, du choix d'une femme ici qui s'assume. Et en tout cas, ça ne sera pas pour de l'argent. Comme Dorante dans le jeu, ce n'était ni par la condition ni pour l'État, qu'il acceptait ou qu'il désirait prendre la main, d'avoir la main ici de la suivante. Et là vient quelque chose de plus, une blessure d'amour-propre, de confusion. Comment cet homme que j'aimais, que je croyais qu'il m'aimait, cet homme-là m'a imputé de l'aimer tout en m'en barillant à un autre. Cette blessure d'amour-propre est en même temps un cri d'amour blessé. Regardez bien, écoutez bien la phrase. Elle dit « Je ne veux rien d'un homme qui m'a donné le renom que je l'aimais ». Un homme qui m'a donné le renom, donc blessure d'orgueil. De quoi ai-je l'air? Pour qui me fait-il prendre? N'est-ce pas? Quel mufle? Pour qui me fait-il passer? Je ne veux rien d'un homme qui m'a donné le renom que je l'aimais toute seule. Et dans le toute seule, que ne m'aimait-il pas lui aussi? Et c'est là où on a le cri d'amour à l'intérieur même de ce qui était pourtant ici la blessure d'amour-propre. Et pour finir, quand Lucidor a constaté ces larmes qu'il a fait couler, ces larmes de celle qui a été la dupe de sa bonne foi, mais
vous pleurez, Angélique. C'est là où la limite un peu sadienne de ce Lucidore. Quand enfin il est sûr de la pureté de cet amour, parce que cet amour a renoncé à tout argent, à tout intérêt, à toute machination, à tout calcul, au point d'accepter de tout perdre, de tout refuser, à la fureur de la mère. C'est aussi un des grands moments que cette mère dans la pièce, ici. Et là, à ce moment-là, il lui avoue son propre amour, qui seul, en fin de compte, peut-être justifier la machination qui était la sienne. Et là, se fait entendre une réplique où le sourire se mêle aux larmes, qui fait entendre le reproche du mauvais procédé subi. « Si j'en viens à aimer quelqu'un, dit-elle à Lucidore, ce ne sera pas moi qui lui chercherai des filles en mariage, je le laisserai plutôt mourir garçon. » Et aussitôt, ce qui brille comme l'un des plus beaux aveux du répertoire de Marivaux et peut-être du théâtre, Lucidore, vous m'aimez donc? Ai-je jamais fait autre chose? Dit à ce moment-là Angélique. Tout le théâtre de Marivaux est construit, je dirais, pour aboutir in extremis, au bord de ce qui ne serait plus une comédie, qui ne serait plus un dénouement heureux. Pour un peu, il était trop tard, pour Sylvia dans Le jeu de l'amour et du hasard, ou pour Lucidore dans l'épreuve. Donc, il y a eu la surprise initiale, involontaire, de l'amour. Ça vous tombe dessus sans que vous y puissiez rien, et le sentiment est toujours réciproque. Ça ne suffit pas. En fait, là, tout commence, parce qu'on n'est jamais sûr, ni en soi, ni du côté de l'autre, que ce soit de l'or vrai. Il faut l'essayer. Il faut une pierre de touche, il faut le mettre à l'épreuve du vrai. Et pourquoi, je reprends ma question du début, je n'ai pas répondu, mais pourquoi se défend-on ainsi contre soi-même? Pourquoi l'amour, dans sa double composante, sensuelle, pulsionnelle, autant que tendre, tendresse est l'autre mot important du théâtre de Marivaux, pourquoi l'amour dérange-t-il à ce point tout l'équilibre intérieur comme l'ordre social institué pour sa bonne fin? L'amour, ça crée du désordre dans le réel, comme si on mettait en jeu la liberté même d'un sujet. Que veut une femme pour résister à ce qui l'entraîne? Eh bien, la réponse est simple. Elle veut avant tout, une fois que le plaire réciproque s'est installé, une fois que le désordre s'est fait en elle, parce qu'on a touché à un réel, ce qu'elle veut simplement, c'est d'obtenir un signe d'amour. Et un signe d'amour, ça n'a rien à voir avec le sexe. Un signe d'amour, c'est avoir accepté de tout perdre et d'offrir cette perte comme le seul vrai don qu'on puisse faire à l'autre, de lui donner le signe de son manque. C'est une affaire d'âme, d'amour, comme vous savez, non de sexe. Et c'est là ce que veut une femme, et non pas ce que la misogynie imbécile ne cesse à chaque fois de lui imputer en ravalant ça apparemment au sexe. Ce que c'est la Sylvia du jeu, c'est que le souvenir de ce moment, de ce qu'elle appelle un excès de tendresse, que Dorante aura été capable de montrer, c'est tout ceci, dit-elle, qui rendra notre union aimable. Et là, elle parle au futur, dans l'au-delà de ce qui est l'instant même du mariage. Il ne pourra jamais se rappeler notre histoire sans m'aimer. Je n'y songerai jamais que je ne l'aime. Vous avez, dit-elle à son père, fondé notre bonheur pour la vie. Rien ne prévaudra contre cette certitude et contre ce souvenir. Voilà la réponse que le marivaudage si incompris offre à ce que Sylvia sait bien être autrement, l'enfer conjugal. La contre-épreuve de cela, et je conclurai là-dessus, en est donnée dans l'autre pièce, qui est une seconde surprise de l'amour. Quand l'amour revient dans un second temps de la vie, c'est une affaire de veuve, cette fois, de second mariage, à un âge où cette fois on est averti. C'est l'affaire du legs, l'héritage, du testament, qui empoisonne tout ça avec des affaires d'héritage. Le marquis sera-t-il enfin capable de perdre sans ergoter, de perdre tout à fait les 200 000 francs qui sont en jeu s'il se dédisait
de l'alliance prévue par le testament pour suivre la voie de son cœur auprès de la comtesse. Eh bien, la comtesse, dans un bel emportement de sa belle âme, comme il est dit, s'était scandalisée contre ceux qui ont, disait-elle, l'âme mercenaire. Ah, l'horrible façon d'aimer, quelle avarice sordide, quel cœur sans sentiment. Et de pareils gens disent qu'ils aiment. Ah, le vilain amour. Les pères de l'Église avaient dit que le péché capital, c'est pas l'orgueil, c'est pas la luxure. Le pire de tous les péchés, c'est l'avarice. Ça s'est dit déjà dans les grandes traditions. Et là, la comtesse dit ceci. Ah, ne prononcez pas seulement le mot de tendresse, vous le profanez. Oui, le marivonnage, c'est ce qui livre le secret de l'amour, et ce secret, c'est que l'amour emporte quelque chose de sacré qu'on ne profanera pas. Même dans un monde bourgeois où l'argent fait l'affaire, même dans un monde aristocratique qui glisse dans le libertinage et les égarements de Crébillon ou de Sade. C'est une œuvre, comme disait Jean Fabre, un de mes maîtres en Sorbonne, que j'aimais beaucoup il y a longtemps, c'est une œuvre où se dessinent non pas les égarements, mais les chemins du cœur et de l'esprit.